اللي تمشى بالحفر عشوك عجلي وعلى النار. بن بولعيد واسمو مصطفى علي لطوانت وبدي عمر. القصبة ما زالها واقفة وما زالوا عساس الدار، ما زالها سعلة السقيفة وما زالها حرمة الجار. أنا يا بلادي راني عارف هما ما كانوش عارفين، دهشوا نهار علي ما توقف، احنا عادتنا نموت واقفين. نموت على النيف والشرف، نموت على الوطن والدين، علمنا بلا ريح يرفرف، احنا هما الجزائريين. أنا يا بلادي على بالي هما ما كانوش فاهمين، حبوا يديو البلاد ديالي حسبونا ماناش قادرين. فكتهم حسيبة بن بوعلي الجميلة تونسى الأخرين، من حقك يا الجزائر تولولي ولدي نساو رجال حرين. أنا يا بلادي سمحيلي ما قدرتش نذكرهم كاملين، واش نذكر واش نخلي شهداء رواحهم طاهرين، مازالهم في قلبي وفي بالي، ربي يرحمهم اجمعين. والقصبة مازالها ديالي وسط الدار والعرس واقفين. معليش يا القصبة وريلهم قرصان رياس وساطيل، على عروج وخير الدين احكي لهم، وفهم الناس اللي جاهلين واللي الجزائر ماهيش ليهم، ولادها مازالهم عايشين في وسط الناس. كيفاش تعرفهم في الشدة ديما متحدين، اللي الجزائر ماشي ديالهم ولادها مازالهم عايشين في وسط الناس. كيفاش تعرفهم في الشدة ديما متحدين. Mesdames et messieurs, les amis de Jazair Group, bienvenue sur notre live de ce soir. Le sujet, comme annoncé, j'ai osé un titre un peu optimiste pour dire est-ce que c'est la fin des Sayanim algériens avec cette affaire de Sansal. Et pour l'occasion, je remercie énormément monsieur Jacob Cohen d'avoir accepté mon invitation. La raison principale d'avoir programmé ce sujet, ou plutôt les deux raisons principales, c'est un peu le sondage que j'ai fait il y a quelques jours, que vous voyez à l'écran, où j'ai posé la question, est-ce que les patriotes n'en parlent pas ou n'utilisent pas le terme Sayanim pour certaines raisons, et les raisons étaient, le terme n'était pas connu, c'est exagéré de l'utiliser, il y a une peur de l'utiliser ou une autre raison. Et les résultats ont montré que 74% des 500 personnes qui ont voté ont dit que le terme n'est pas connu. Donc, j'ai estimé que c'était nécessaire d'en parler. En deuxième position, 16% ont dit qu'il y a une peur d'utiliser ce terme. Peut-être c'est un peu aussi vrai.
Et le reste, un peu, c'est des réponses un peu marginales. C'est pas la peine de s'y attarder. Et la raison d'avoir invité Monsieur Jacob Cohen, c'est que Monsieur Jacob Cohen, en 2013 ou en 2012, a écrit un livre qui s'intitulait Le Printemps des Sayanim. Monsieur Jacob Cohen, vous connaissez tous, c'est un écrivain, c'est un militant antisioniste et c'est aussi un politologue qui s'exprime sur des sujets d'actualité de géopolitique internationale. Monsieur Jacob, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est un grand plaisir. Je vous remercie et je souhaite une bonne soirée à tous nos spectateurs, nos auditeurs. Et je les remercie d'être ici et de leur message. Je vais commencer par vous demander deux premières réactions, Monsieur Jacob. La première, par rapport à ce sondage, est-ce que vous êtes surpris de ces résultats? Oui, oui, parce que j'ai l'impression que, bien que le livre date de 2011, même en France, et Dieu sait si j'essaye de faire connaître les choses, et malgré tout, ça reste quand même assez discret, ça reste peu connu. Voilà. Les gens, si vous voulez, ne connaissent pas la portée des Sayanim, leur nature, leur fonction, leur importance essentielle qui explique tant de choses. Voilà. Voilà, je suis en train, mesdames et messieurs, je suis en train d'afficher à l'écran le livre de Jacob Cohen, Oui. Le Printemps des Sayanim. Donc, il a été édité chez l'Harmattan. Et voilà la dernière de couverture du livre. En tout cas, vous le googlez, vous trouvez, vous pouvez avoir une idée sur le livre et on va éventuellement l'acheter pour le lire. Donc, ça, c'est une première réaction. Et pour rester collé un peu à l'actualité, Monsieur Jacob Cohen, je voudrais avoir votre première réaction par rapport à ce qui se passe en Syrie et vous demander, est-ce que vous partagez mon avis personnel que en définitive, le seul bénéficiaire de la situation actuellement ou de cette situation, c'est Israël. Bon, en premier lieu, c'est Israël, évidemment. Et l'Occident, par extension, et les pays de l'OTAN, dont la Turquie. Et donc, parce que la Syrie était un verrou important, d'abord qui constituait l'arc chiite, ou disons chiite, enfin bon, de résistance chiite qui allait du Hezbollah jusqu'en Iran et les Houthis, et donc le fait de faire sauter ce verrou au milieu, d'abord ça brise l'unité, les communications entre l'Iran et le Hezbollah, qui auront beaucoup de mal à s'entraider, à échanger, etc. De même, la Syrie, même s'il ne représentait pas une menace réelle pour Israël, la Syrie était un pays docile, il faut le dire. Hein. Je veux dire, voilà, les régimes Assad père et fils n'ont jamais tenté, après 1973, n'ont jamais tenté la moindre action contre l'emprise israélienne sur le Golan, etc., n'ont jamais aidé les révolutionnaires, se sont toujours maintenus dans une espèce de neutralité passive. Voilà. Oui. Monsieur Jacob, on va élaborer sur ça à la fin de l'émission, sur les tenants et les aboutissants, sur pourquoi c'est arrivé aussi vite que cela. Donc, on aura l'occasion de parler de ça. Mais je voudrais qu'on revienne à notre sujet, donc les Sayanim. Et on va, bien sûr, on va toujours à chaque fois essayer de faire la connexion avec l'affaire Saint-Sal, dont vous êtes au courant. Pour commencer, si vous pouvez nous dire, Monsieur Jacob, le contexte historique dans lequel vous avez écrit le livre, pourquoi vous l'avez écrit à cette époque-là? Très bien. En fait, moi, dès les années 90, j'ai appris l'existence des Sayanim. Je vais donner deux livres essentiels qui sont Gordon Thomas, un Britannique, La guerre secrète du Mossad, qui a beaucoup écrit sur les Sayanim et qui a raconté la création des Sayanim. Alors, comment ils ont été créés? En 1959,
le chef du Mossad s'est dit, nous avons des millions de juifs qui vivent dans l'Occident, pourquoi ne pas les utiliser comme agents d'influence? Voilà. En fait, c'est ça la notion du Sayanim. C'est-à-dire, il y a une franc-maçonnerie juive mondiale qui compte 1,5 million de membres et qui constitue les très très haut placés. D'accord? Et donc, ces gens-là sont prêts à aider Israël parce qu'ils se sentent proches de ce pays. Et donc, le Mossad va les voir, il leur dit, voilà, vous êtes éditeur, vous êtes journaliste, vous êtes économiste, vous êtes universitaire, vous êtes politique, est-ce que vous pouvez travailler pour nous, nous aider? Et donc, il y a à peu près, je peux vous dire qu'il y a entre 40 000 et 50 000 Sayanim en Occident, principalement en France, en Angleterre, aux États-Unis principalement. Voilà. Donc 40 000 à 50 000 qui sont infiltrés, qui occupent des positions importantes dans tous les domaines de la vie. Et alors, par exemple, les médias. Et c'est pour ça d'ailleurs que dès 1959, ces agents juifs sionistes, comme par exemple Yvan Levaille, pour ceux qui se rappellent, Jean-Pierre Elkabbach, etc., sans compter ceux Alexandre Adler. Et donc, ils ont fait en sorte de pousser la propagande sioniste et d'empêcher la propagande arabe d'émerger, par exemple palestinienne, empêcher un documentaire sur la Palestine, etc. Et donc, tout ce travail, en fait, qui a commencé en 1959, on le voit cette dernière année, les gens se disent, mais enfin, comment ça se fait que les médias sont aussi aveugles, ils ne voient pas ce qui se passe à Gaza, au Liban? Pas du tout, au contraire, c'est parce que ces médias ont été formatés depuis 60 ans à raconter la version sioniste et à contester la version arabe. Moi, dans les années 90, j'ai pris conscience de l'existence des Sayanim. Et je me posais la question, comment ça se fait que personne n'en parle? Je ne sais pas, moi j'écoute les médias, je lisais à l'époque Libération, Le Monde, etc. Personne n'osait écrire le mot Sayanim. Je suis le premier à l'avoir écrit dans mon livre. Le premier. Avant, il était totalement inconnu. Pourquoi je l'ai écrit en 2010? Parce qu'à l'époque, j'étais franc-maçon et j'ai quitté en 2007. Et j'ai appris en 2002, les Sayanim ont créé une loge au sein du Grand Orient de France, une loge judéo-sioniste qu'ils ont appelée l'Étoile de la Paix pour défendre Israël au sein du Grand Orient de France. Mais à l'époque, je ne pouvais pas en parler. J'avais déjà publié 3 livres, mais je ne pouvais pas en parler parce que j'étais tenu par le secret maçonnique. Et quand j'ai quitté en 2007, j'ai écrit ce roman où je mets en scène un maghrébin qui s'appelle Youssef El Kouen. Et à 35 ans, il est prof d'histoire, il est laïque, il est très content d'être entré au Grand Orient de France parce que pour lui, c'est l'intégration républicaine idéale. Et il découvre cette loge judéo-sioniste. Je dis, tiens, je vais aller avec des camarades pour apporter la contradiction. Et là, il va se rendre compte, enfin, à travers lui, j'explique ce que sont les Sayanim, c'est-à-dire comment ils sont recrutés, comment ils travaillent, dans quelles circonstances, comment ils poussent l'idéologie sioniste, dans quel domaine, etc. Et il apprendra à son détriment qu'il ne faut pas s'attaquer aux Sayanim. Voilà. Donc, et quand j'ai quitté en 2007, j'ai commencé à écrire Le Printemps des Sayanim, que j'ai soumis à un éditeur, et il est sorti en 2010. Donc voilà l'origine. Et je peux vous donner par exemple une anecdote, à quel point les Sayanim, le terme même de Sayanim faisait peur. C'est qu'à l'époque, au moment, quand je savais que le livre allait se faire, j'avais photocopié la 4e de couverture. Et dans une réunion de l'Union des Juifs pour la paix, j'avais rencontré une journaliste de l'Humanité. Je lui ai montré la 4e, elle m'a dit « Ah, c'est très intéressant, etc. Faites-moi envoyer le livre. » Donc, je lui fais envoyer, mais elle n'a jamais voulu en parler. Pourquoi? Parce qu'elle a eu la trouille de prononcer le mot de Sayanim. En fait, c'est un terme
qui fout la trouille aux journalistes, aux politologues. D'ailleurs, franchement, personne en haut lieu, enfin, je veux dire, les grands journalistes, les spécialistes, etc., qui parlent de Gaza, du Moyen-Orient, vous les entendrez jamais prononcer le terme de Sayanim. Parce que, pourquoi? Dans leur esprit, il évoque le complot juif mondial. Et donc, ils ont peur qu'on fasse le rapprochement. Or, les Sayanim ont une existence concrète, légale, et elle est démontrée. Voilà. Et vous dites tout à l'heure, vous avez dit qu'ils sont, si j'ai bien retenu les chiffres, 40 000 à 50 000. On a l'impression que c'est peu pour faire un impact à l'échelle mondiale. Est-ce que vous pouvez expliquer cette contradiction apparente? Ok, je vais prendre mettons, prenons les États-Unis. À mon avis, ils doivent être dans les 15 000. Mais imaginez 15 000, dont par exemple 1000 à Hollywood, dans l'industrie du cinéma. 1000. C'est-à-dire les producteurs. Par exemple, mettons, comment il s'appelle ce metteur en scène, j'ai oublié son nom là maintenant, Spielberg, par exemple. Spielberg, oui. Spielberg est très engagé pour Israël. Je vais vous raconter une anecdote. Un soir, il ramène des amis à lui et bon, il leur offre à boire, etc. Puis il leur dit, bon, maintenant, sortez vos chéquiers, on va aider Israël. En une soirée, il ramasse 31 millions de dollars qu'il envoie en Israël. Bon. Vous savez, celui qui a eu l'Oscar du meilleur film au mois de septembre, c'est un Britannique, un Juif, qui a fait une déclaration sur Gaza, en faveur de Gaza. Le lendemain, 450 personnalités du cinéma américain, 450, ça veut dire producteurs, metteurs en scène, acteurs, etc., ont publié un communiqué s'opposant à ce monsieur. Bon. C'est quoi pourquoi ce communiqué? Ça veut dire c'est une menace pour tous ceux qui pourraient avoir l'idée de critiquer Israël. Ça veut dire ils leur disent attention. D'ailleurs, par exemple, j'ai publié il y a quelques semaines, il y avait une Suzanne Sarandon, qui est une actrice, qui a eu un Oscar, parce qu'elle a pris position sur Gaza. Depuis 1 an, elle n'a plus de contrat à Hollywood. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, l'industrie. Monsieur Jacob, je voudrais. Pardon, oui. je vous interromps pour donner 2 autres exemples très récents. Oui, oui. Et je vous laisse commenter dessus. Le premier, c'est monsieur que j'affiche à l'écran. C'est le prof Haïm Brichitz. Donc, je vais essayer de faire passer la vidéo. On va en parler. Attendez, je vais essayer de passer la vidéo, on va en parler. Je vais la mettre en grand écran. Donnez-moi quelques secondes. Voilà. J'espère que ça va. To stop your enemy, you have to understand how it works. Israel is not just colonizing Palestine. If it was just colonizing Palestine, it would be much easier to stop them. They have colonized every government in the West. They have colonized the minds of Western governments, politicians, governments everywhere who support them. Without that support, without the US army, it would stop overnight. So we have to fight colonialism. J'arrête la vidéo parce que la connexion n'est pas très bonne. Je ne sais pas pourquoi. Je demande aux auditeurs de liker et de partager le live pour le protéger. Donc, c'est un professeur israélien qui a fait cette déclaration que pour savoir, pour battre son ennemi, il faut savoir comment il opère.
et il dit que les sionistes n'ont pas colonisé la Palestine, ils ont colonisé tout l'Occident à travers leur présence dans les gouvernements. Ce professeur a été arrêté dernièrement ici à Londres. Donc, si on m'arrête un jour, vous saurez un peu la raison. Et un autre professeur qui a écrit cet article-là, il s'appelle David Miller. Donc, il a écrit cet article, Mossad and its network of little helpers, de Sayanim. Il l'a écrit le 13 juin passé. Et ce professeur d'université a été aussi renvoyé de son université. Je voulais donner ces deux exemples contemporains pour vous laisser réagir, Monsieur Jacob. Voilà, en fait, imaginez, bon, tout à l'heure j'ai dit il y a 1000 ou 1500 Sayanim dans le monde du cinéma et de la télévision. Maintenant, imaginez 2000 dans le monde de la finance. Ça veut dire qu'ils contrôlent, pour vous donner un exemple concret, le numéro 2 de la Réserve fédérale, en 2000-2004, est devenu président de la Banque d'Israël. C'est-à-dire qu'avec ces 1000 ou 2000 personnes bien infiltrées dans les rouages de l'économie, ils vont contrôler l'économie. Bon, maintenant, vous prenez les universités. Par exemple, quand, vous savez, cet Américain qui, descendant des parents de la Shoah, comment il s'appelle? Bon, qui est antisioniste. Il a les titres pour travailler à l'université. Mais chaque fois qu'il a un poste, le lobby, les Sayanim se mettent en branle, appellent l'université, menacent de couper les fonds et le monsieur, il perd son contrat. Regardez les universités, par exemple, américaines. Il y a eu beaucoup de mouvements pour critiquer Israël, etc. Mais grâce aux Sayanim qui ont fait pression sur les administrations des universités, eh ben, les universités se sont plus ou moins mises du côté d'Israël, du lobby, etc. Donc, les Sayanim sont des forces intérieures. On n'a pas l'impression que c'est le Mossad qui agit. Ce sont des Américains, des bons Américains qui agissent, mais pour le compte d'Israël. Un exemple, vous connaissez la société. Vous avez Oui. Je vous ai entendu donner l'exemple ou le terme pour dire le pouvoir non officiel. Oui. Oui, en fait, c'est un pouvoir d'influence qui est comme une toile d'araignée, qui contrôle pratiquement, enfin, qui est dans tous les rouages du pays. Et dès qu'il y a quelque chose, par exemple, pour défendre Israël, tous ces rouages se mettent en place, se mettent en branle pour la défense d'Israël. Voilà le système des Sayanim, c'est ça. Quand vous avez, par exemple, le président de Publicis, qui contrôle 60% du marché publicitaire en France, qui est un Sayan, bon, c'est-à-dire un partisan d'Israël, enfin c'est connu, etc. Lorsqu'il vient à la télévision dire si vous ne faites pas ceci et cela, etc., vous savez, les chefs d'entreprise, les télévisions, etc., ils savent que ce type, il contrôle 60% du marché publicitaire. Donc, il ne faut surtout pas lui faire de la peine, parce qu'il faut faire attention au retour de bâton. Donc, voilà, en fait, tout ce pouvoir qui s'exerce, mais sans qu'on le sache. Et nous, on ne voit que le résultat aujourd'hui. Monsieur Cohen, une question, ou bien deux aspects de ce phénomène. Le premier sur est-ce que ces gens-là se connaissent entre eux ou est-ce qu'ils agissent de leur propre chef, c'est-à-dire ils prennent l'initiative de faire les choses. Donc ça, c'est une question. Et la deuxième question qu'on discutait tout à l'heure, les gens se disent ces gens-là sont très intelligents puisqu'ils puissent faire tout ça. Comment expliquer cet aspect-là, s'il vous plaît? Alors, il y a le premier aspect, c'est que ces gens-là relèvent du Mossad. Ils sont directement administrés par le Mossad. C'est-à-dire, ils n'agissent pas, ils peuvent prendre des initiatives, mais en général, c'est le Mossad qui leur dit, par exemple, quand le Hamas a gagné les élections en 2006, vous savez qu'il y a eu des élections en Palestine. Bien. Le Mossad a donné instruction à tous les Sayanim dans toute l'Europe et aux États-Unis de dire attention, dites partout où vous pouvez
on ne peut pas donner le pouvoir au Hamas, c'est une organisation terroriste, même s'il a gagné les élections démocratiquement. Et je me souviens de cette période. Et imaginez des milliers de voix comme ça qui surgissent et qui matraquent le Hamas, on ne peut pas lui donner le pouvoir. En 48 heures, l'affaire était bouclée, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas permettre au Hamas, qui a gagné les élections démocratiquement, d'exercer le pouvoir. Voilà par exemple comment le Mossad peut donner. En général, ces Sayanim sont recrutés par le Mossad et obéissent aux instructions du Mossad. Alors parfois, par exemple, mettons, je vais prendre les beepers par exemple, que les Israéliens ont envoyés aux militants du Hezbollah. Les beepers, pour le Mossad, ce n'est pas difficile, c'est-à-dire, il veut créer une société de téléphonie. Qu'est-ce qu'il fait? Il va s'adresser à une chambre de commerce ou d'industrie d'un pays donné, par exemple, mettons Hongrie, en France, en Angleterre, il lui dit, aidez-moi à construire une société de téléphonie qui ait l'allure d'une vraie société. Et donc, ils le font. Et ça veut dire qu'il y a des juifs qui sont dans la chambre de commerce, ou sont des industriels, ou des publicitaires, etc., qui créent pour eux cette société qui a l'air d'une société tout à fait normale. Et donc, voilà, voilà comment ils. La deuxième partie de la question par rapport à leur intelligence. Alors, l'intelligence. En fait, ce qu'il y a, c'est que les Juifs, pendant 15 siècles, ils ont vécu dans des ghettos, donc exclus de la vie publique. Vous savez, ils n'ont commencé à être reconnus comme citoyens qu'à partir du 19e siècle. Et encore, vraiment, c'était très progressif. Donc, le fait d'avoir vécu pendant 10 siècles, 15 siècles dans des ghettos, a favorisé un esprit, disons, communautariste, donc d'entraide, d'essayer de se débrouiller, de s'arranger avec les difficultés, etc. Et donc, et puis l'étude, c'est-à-dire comme ce sont des gens qui n'étaient pas, à qui on ne donnait pas le droit d'être fonctionnaires, d'être des artisans, etc., ils passaient leur temps à faire du petit commerce ou de petit artisanat et d'étudier. Et donc, ça a quand même donné, par exemple, je prends l'exemple de mon père, que je considérais comme un analphabète, mais c'est quelqu'un qui étudiait la Kabbale dans le texte, alors que pour moi, il était un analphabète. Donc, en fait, ça a développé tout un esprit et disons, une volonté de s'en sortir, une volonté et cette idée que ce qu'on fait, c'est comme une mission divine, même quand on est athée. Les sionistes étaient athées, mais ils ont agi comme s'ils avaient l'onction divine pour faire quelque chose, pour leur projet. Et donc, si vous voulez, ils ont l'esprit tourné vers cette ambition qu'il faut absolument accomplir coûte que coûte et quels que soient les moyens. Et c'est ce qui donne, c'est pas nécessairement de l'intelligence, mais c'est une espèce d'esprit, d'initiative, de collaboration, d'aller jusqu'au bout. Et on peut considérer ça comme une forme d'intelligence si on veut, mais il y a là-dedans de la volonté. Est-ce que j'exagère quand si je dis que pendant que les humains, entre guillemets, vaquent à leurs occupations, ces Sayanim ou bien les sionistes passent leur temps à comploter? Non. En fait, les Sayanim, des fois, ils n'ont pas, sauf les journalistes, eux, ils sont mobilisés au quotidien. Mais un homme d'affaires, par exemple, publiciste, il n'est pas mobilisé pour le Mossad tout le temps. De temps en temps, on va avoir besoin de lui. Par exemple, mettons, on veut faire un film. Vous savez, vous connaissez le film Exodus, qui est sorti en 1961. Et c'est un film qui a formaté
la mentalité occidentale qui l'a rendu sioniste pendant une génération, au minimum. Eh bien, ce film, il a été fait grâce au Sayanim. C'est-à-dire, on dit, bon, vous savez, ce matin, j'ai publié un post sur mes réseaux sociaux, Warner Bros. Va faire un film sur le chef militaire qui a créé l'aviation sioniste en 1948. Voilà. Ça, c'est le travail des Sayanim. C'est-à-dire, oui. Mais tout à l'heure, vous avez expliqué ce background, que ça venait un peu de l'aspect religieux, de la religiosité du peuple juif. Mais vous et moi, on est d'accord que les dirigeants actuels sionistes n'ont rien à voir avec la religion. C'est-à-dire, en fait, au départ, ils étaient athées et ils méprisaient les juifs de la diaspora. Ça veut dire les sionistes méprisaient les juifs. Et d'ailleurs, quand les sionistes ont ouvert un bureau, un atelier au Mela de Meknes, chez moi par exemple, les juifs marocains de Meknes les regardaient avec mépris. Pour eux, ils n'étaient pas, c'était des renégats, des mécréants. Et donc, au départ, c'était des athées qui n'avaient rien à voir avec la religion et les religieux, etc. Ils avaient même du mépris. Et tout à l'heure en off, je disais à notre ami que les juifs marocains, quand ils sont arrivés en Israël, ils considéraient les sionistes comme des non-juifs. Voilà. Et donc, mais si vous voulez, la dimension juive est venue à partir des années 70. Lorsque les sionistes ont conquis la Cisjordanie, il y a eu tout un mouvement de retour, parce qu'en fait, la Cisjordanie, c'est la vraie terre dont parle la Bible, Hébron, etc. Et donc, vous savez, moi j'étais en Israël au moins une dizaine de fois. Dans les années 60 et 70, on voyait rarement quelqu'un même avec une kippa. Je veux dire, c'était presque une incongruité. Aujourd'hui, la moitié des Israéliens sont plus ou moins à des degrés divers religieux. Et donc, ce sentiment est devenu très important, je dirais presque majoritaire en Israël. Mais ce n'était pas du tout le but initial. Merci. Monsieur Cohen, avant de parler du cas Sansal, je voudrais qu'on parle, parce que c'est important aussi, de la condamnation par la Cour pénale internationale de Netanyahou et de Gallant. Qu'est-ce que vous en pensez déjà de cette condamnation? Et on a entendu parler que le président de la Cour a été sujet à des harcèlements et des attaques du genre Sayanim. Bon, alors je ne sais pas qu'est-ce qui a motivé en général la Cour pénale internationale depuis sa création. Elle obéit aux directives américaines qui l'ont créée, qui la financent, pour s'occuper des adversaires de l'OTAN, comme Milosevic, le Serbe, ou comme il y a eu un Ivoirien, un chef d'État ivoirien, etc. Donc les ennemis de l'Occident. Bon. Qu'est-ce qui a poussé le chef de la CPI à lancer un mandat d'arrêt ou à demander un mandat d'arrêt qu'il a obtenu contre Netanyahou? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que très vite après, l'opposition s'est déclarée. D'abord, on lui a sorti une affaire de harcèlement sexuel. C'est très facile à trouver. Vous savez, quand on a un ennemi, on peut facilement trouver une femme, enfin bon, des témoignages. Et aussi, il y a des pressions des Américains, des pressions des Occidentaux. Et à mon avis, c'est une procédure qui n'aboutira à rien. Voilà. D'abord parce que déjà même les pays européens, vous savez, ils disent du bout des lèvres, on sera obligé d'arrêter Netanyahou, mais en fait, ils ne le feront jamais. Puis Netanyahou, il ne viendra pas en Europe. Et à mon avis, ça va se tasser petit à petit parce qu'il y a tout un appareil. Et là aussi, les Sayanim font leur boulot. C'est-à-dire, comment ça se fait qu'on condamne la seule démocratie,
un pays qui a connu le génocide, il ne peut pas en connaître un, etc. Donc, il y a toute une levée de boucliers à laquelle on assiste dans les médias français, par exemple, et européens, américains, pour dire que c'est injuste, c'est inapplicable, c'est intolérable, etc., etc. Et donc, à mon avis, ça finira par devenir un peu une affaire de toute façon qui ne verra pas d'application concrète. On verra, en tout cas, au vu de l'histoire, vous avez complètement raison. Je voudrais qu'on parle maintenant de l'affaire Sansal. Je pense que vous l'avez suivi. Donc, c'est quelqu'un qui a grandi en Algérie, qui a été élevé par un rabbin, qui a étudié en Algérie, qui a fait des études supérieures. Il a étudié dans une des meilleures écoles algériennes, donc l'école polytechnique. Il a travaillé dans l'administration pendant de longues années. En 1992, en 1992, il est rentré au ministère de l'Industrie. En 1996, il a été nommé directeur général de l'industrie au ministère de l'Industrie. Et en 2002, avec la venue du président Bouteflika, un des ministres de Bouteflika, quand il a pris fonction, il s'est rendu compte que M. Sansal ne venait jamais. Il a posé des questions sur lui. Des gens de l'administration du ministère lui ont conseillé de ne pas fouiner ou de ne pas déranger ce monsieur, tellement ils avaient peur de lui. Il le convoque dans son bureau. Le monsieur lui dit que je m'absente parce que j'ai des missions qui dépassent votre rôle en tant que ministre. Il le renvoie. Et à partir de là, il quitte l'Algérie. Bon, j'essaye de raconter en diagonale. Hein. Il quitte l'Algérie, il écrit des livres très, très agressifs contre ce qu'il appelle le régime algérien. Donc, il dénigre l'Algérie d'une manière très agressive. Et dernièrement, il fait une interview où il parle de l'Algérie comme un truc. Il dénie la moitié de la géographie algérienne. Et il rajoute que 80% des Algériens étaient contre l'indépendance. Donc, il fait cette interview et il vient en Algérie. Je souligne qu'avant de venir en Algérie, la dernière personne qu'il a rencontrée, c'est M. Xavier Triancourt, ex-ambassadeur français en Algérie pour de très, très longues années, qui aussi fait une campagne très agressive depuis au moins 2-3 ans contre l'Algérie. Oui. Donc, est-ce que c'est un profil d'un Sayan, d'après vous? Alors, par définition, un Sayan, c'est un juif sioniste. Par définition, par nature. Voilà. Maintenant, le cas de Sansal, c'est qu'est-ce qui arrive? Il arrive qu'une rencontre entre des gens influents en France avec un type qui peut leur être utile. Et lui aussi, il comprend que il veut écrire des romans. Il sait que le lobby peut le protéger et le propulser, peut lui faire avoir des contrats chez Gallimard, gagner des prix, passer dans les médias, etc. Donc, à un moment donné, moi je ne connais pas les détails, mais à un moment donné, peut-être, ils sont rencontrés dans des cocktails, des dîners, etc. Puis petit à petit, on arrive à créer cette espèce d'osmose idéologique, intellectuelle, entre un lobby qui cherche une espèce de complice, quelqu'un et l'autre, et ce complice, il se dit, je peux bénéficier de beaucoup de soutien grâce à eux. Et donc, il adapte son discours pour leur plaire, pour arriver à... Voilà. Et donc, c'est un processus qui peut prendre peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans. Toujours est-il qu'à un moment donné, le Sansal, il apparaît comme quelqu'un qui défend d'abord, qui est accepté par les Sayanim, par Bernard-Henri Lévy, par Elisabeth Lévy, dans Causeur, etc. Donc, à qui on demande des interviews,
il a un contrat avec Gallimard. Le livre se vend peut-être bien, je sais pas. En tout cas, il passe à la télévision, il passe dans les médias. On dit que c'est un grand écrivain, il reçoit des prix, il voyage. Et donc, petit à petit, il se met dans la peau de celui. Est-ce qu'il en est convaincu à 100% ou pas? J'en sais rien. On ne sait pas. Je suis d'accord avec vous, Monsieur Cohen, qu'on ne sait pas, on ne peut pas rentrer dans son cœur. Mais si l'ex-ministre qui l'a renvoyé, il a Oui. dit clairement que quand il était au ministère de l'Industrie, il sabotait tous les projets algériens avec les partenaires européens. Et Ah, à l'époque, on ne connaissait rien de sa relation avec BHL, ni le CRIF, ni rien du tout. et pourtant, à l'époque, enfin, il n'était pas. Enfin, je peux me tromper, je parle sous votre contrôle. À l'époque, il n'avait pas de lien affirmé avec le lobby judéo-sioniste en France. Enfin, à ma connaissance, je ne sais pas. On ne sait pas, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas, c'est vrai. C'est un domaine, à mon avis, c'est une question à creuser. Voilà, depuis quand Mais est-ce que c'est pas une caractéristique d'être sayanine? euh, encore une fois, disons, c'est pas bon. Il peut pas être un Sayan parce qu'un Sayan, c'est un juif sioniste qui appartient à la franc-maçonnerie juive mondiale. Et donc, le Mossad, il s'adresse à lui en sachant très bien qu'il s'adresse à quelqu'un de convaincu. Donc, il peut lui demander ce qu'il veut, le gars va accepter. Là, vous savez, si vous lisez des romans d'espionnage, par exemple, comme John Le Carré, vous savez, il raconte très bien comment certains attachés militaires, par exemple, qui sont à Varsovie, à Moscou, etc., leur job, c'est de participer à des cocktails et de voir comment recruter de futurs espions. Voilà. Donc, c'est vraiment, ça demande beaucoup de tact, d'observation, etc. Comment amener quelqu'un dans les filets. Alors, est-ce qu'ils ont agi comme ça avec Sansal? C'est-à-dire, ils se sont dit, voilà peut-être quelqu'un qui pourrait, il a le profil. Voilà, peut-être qu'ils ont étudié son passé. Et donc, ils l'ont amené par des invitations, parce que le gars, il arrive en France, se dit, c'est le bonheur. C'est-à-dire, je publie mes livres, je passe à la télévision, je suis considéré comme quelqu'un de très, très bien. Donc, lui aussi, il a envie en fait, c'est la rencontre de d'un côté du lobby. Deux intérêts qui convergent. Deux voilà. Intérêts qui convergent. Mais là n'est pas le problème, monsieur Cohen, et je ne veux pas vous faire dire ou bien confirmer ce que je pense. Après qu'il a quitté l'Algérie, on comprend. Il converge avec les intérêts de BHL et du CRIF, on est d'accord, il n'y a aucun souci. Mais son travail dans le ministère avant qu'il se déclare proche de BHL, qui nous pousse à réfléchir. C'est tout, je voulais juste dire ça. Mais l'aspect intéressant sur lequel je voudrais que vous développiez un peu, c'est la réaction de l'extrême droite française, le CRIF, BHL, le tollé qu'ils ont soulevé à partir de son arrestation. Et la question qui se pose, si un Français qui porte la nationalité française va dire, par exemple, que Nice est italienne, alors qu'on sait tous que beaucoup de rois romains sont enterrés à Nice. Quelle serait la réaction de la justice française? Oui, mais là on n'est pas, on sort du domaine de la logique, d'accord, et du rationnel, et de la justice. On sort de là. C'est-à-dire, Sansal, pour l'extrême droite, pour le lobby judéo-sioniste, pour le gouvernement français, c'est un atout extraordinaire. Pour l'extrême droite, il est islamophobe. Alors lui, c'est le régal. Pour l'extrême droite, c'est magnifique, parce que pour lui, il ne fait même pas la différence entre l'islam et l'islamisme. Voilà. Pour lui, il faut quasiment interdire l'islam en France et les musulmans. Donc pour l'extrême droite, c'est du bonheur. Pour le lobby sioniste, c'est du bonheur aussi. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est parti à Jérusalem au mur de lamentation, qui dit toutes les choses que le lobby veut entendre.
Et pour les autorités françaises qui ont un compte à régler avec l'Algérie et pour favoriser le Maroc, c'est aussi un bonheur. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, pendant quelques dîners, on a dû lui dire « Ah oui, quand même, l'Algérie a pris des territoires, le Maroc, enfin, oui, l'Algérie a pris, le colon a pris des territoires, etc. » Et je ne sais pas, à un moment donné, Saint-Sal s'est dit « Tiens, je vais le dire parce que j'ai envie d'aider le Maroc. » Donc en fait, Saint-Sal, sur l'extrême droite, le lobby sioniste et le gouvernement pro-marocain de français, il aide sur les trois plans. C'est un bonheur total. Et c'est pour ça d'ailleurs, et puis en plus, vous savez, les journalistes français, ils sont pas très heureux. Enfin, ils sont pas très. Ils savent qu'ils ont menti sur le Covid, ils ont menti sur le vaccin, ils mentent sur Gaza, ils peuvent, etc. Et donc, pour une fois, qu'ils peuvent défendre la liberté d'expression d'un écrivain. Imaginez un écrivain de 75 ans, et tout en tapant sur l'Algérie, et c'est pour ça qu'ils ont mené cette campagne. C'est du bonheur total. Excellent. Monsieur Jacob, je voudrais qu'on aborde une dernière question avant de reprendre sur la Syrie. C'est un peu l'instrumentalisation des sionistes par Sayanim interposé, quand c'est la bonne chose, d'aspects de la société qui divisent dans leur stratégie de diviser pour régner. Dans le cas de l'Algérie, c'est très clair, ils utilisent les islamistes extrémistes et ils utilisent un peu les berbéristes, entre guillemets. J'affiche à l'écran, par exemple, la chaîne de Anwar Malek, qui est, pour nous, Algériens, un traître au service de l'islamisme, mais dernièrement, par exemple, à cause de la situation en Syrie, on peut voir les vidéos qu'il est en train de faire. Il est en train de dire, par exemple, que l'Algérie, elle a la trouille à avoir le gouvernement ou le gouvernement de Assad tombé. Vraiment un discours en plein dans le mille de ce que disent les sionistes. Et aussi, je vous ai vu parler, il y a un certain moment, je n'ai pas retrouvé la vidéo, mais je me rappelle bien quand vous parlez de l'utilisation des sionistes, des berbéristes, pour infiltrer les sociétés. Oui. Ma question, c'est l'utilisation des sionistes, de tout ce qui divise un peuple, ils s'engouffrent dans ces brèches pour propager leur stratégie de diviser un peuple. Je voudrais que vous expliquiez ce concept-là. Et mon but par cette question, c'est qu'en Algérie, on a, et c'est vrai, je ne dis pas que ce n'est pas vrai, on a une très claire idée du danger islamiste, du danger séparatiste des maquistes, mais on tend à oublier la manipulation sioniste derrière. Oui, parce que en fait, vous savez, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo où j'ai parlé en 2006. À l'époque, je n'étais pas connu, donc je pouvais aller au sein de la franc-maçonnerie juive. J'ai assisté à une réunion de la loge Ben Gurion où on avait invité des autonomistes kabyles. Ils étaient à peu près 6 ou 7 et on les a, moi j'ai admiré la manière dont ils les ont d'abord questionnés sur leur combat, etc., pour finir par leur proposer leur aide pour développer la culture, leur sentiment national, etc., etc. Et donc en fait, ça c'était en 2006. Et donc, si vous voulez, le Mossad, pour contrer un pays, eh ben, s'il y a moyen, il y a plusieurs manières, soit l'espionnage, mais l'un n'excluant pas l'autre. Mais il y a aussi la division. Je vous rappelle par exemple que le Sud-Soudan, moi je me souviens de ça, c'est-à-dire c'était une affaire menée rondement par le Mossad. Et d'ailleurs, l'Union des étudiants juifs de France et SOS Racisme ont été à la pointe
pour mener à la sécession du Sud-Soudan. Et donc, quand il y a un pays qui ne leur convient pas, un système qui ne leur convient pas, eh ben, on peut analyser la composition interne de la société et voir s'il n'y a pas moyen de créer des conflits internes. Voilà. Et ça, enfin, je veux dire, l'Occident, c'est ce qu'on appelle en Occident les révolutions colorées, comme il y a eu en Ukraine, et donc favoriser cette espèce de troubles internes qui ont l'air de sortir de l'intérieur, alors que la CIA a une fondation qui s'appelle la Fondation pour la promotion de la démocratie et qui aide des gens qui favorisent ce genre de troubles. Et donc, bien sûr, l'utilisation des Kabyles, enfin, en tout cas des autonomistes ou de ceux qui peuvent se considérer comme méprisés ou opprimés, eh ben, c'est du pain béni pour le Mossad, bien sûr. La même chose pour les islamistes extrémistes dans ce cas-là. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question des Sayanim. J'espère que le terme sera un peu plus connu dorénavant. Une dernière question par rapport à ça, avant qu'on parle de la série. Monsieur Jacob, j'ai osé le titre L'affaire Sansal sonne le glas des Sayanim en Algérie, alors que votre livre de 2011, il parlait de printemps des Sayanim. Est-ce que il y a un déclin? Est-ce qu'ils sont toujours dans leur printemps? Quelle est votre opinion sur ça? Alors, moi, à mon avis, ils sont toujours aussi forts. D'ailleurs, on l'a vu avec l'affaire de Gaza. Enfin, je veux dire, en principe, même les Américains n'auraient jamais pu mener pendant plus d'1 an de tels massacres sans qu'il y ait une révolte populaire. Voilà. Et là, il faut dire que, en tout cas en Occident, les Sayanim ont réussi le tour de force de quasiment rendre presque impossible toute critique d'Israël. Quand on voit comment la justice en France, en Allemagne, aux États-Unis poursuit les militants pro-palestiniens, etc. Mais tout ça, c'est le travail des Sayanim. Qu'on voyait par exemple une présidente d'université qu'on appelle et qu'on lui dit si vous ne réprimez pas, on va vous diviser les subventions que vous recevez de moitié. Ça, c'est le travail des Sayanim. Donc en fait, ils sont toujours aussi actifs, aussi puissants, et malheureusement, je ne vois pas, l'Eurotomie arriver. Voilà. Ok, merci. Parlons un peu maintenant de la situation en Syrie, Monsieur Cohen, Oui. si vous permettez. Et ma question précise, est-ce que vous pensez que la Russie a sacrifié la Syrie pour un gain par ailleurs en Ukraine? Parce que je pose la question parce que c'était un peu ce qu'on entendait après l'élection de Trump comme deal avec la Russie. Est-ce que vous croyez à cette version? Moi, je ne crois pas. D'abord parce que déjà, la Russie se méfie beaucoup de l'Amérique aujourd'hui, que ce soit avec Trump ou pas. D'abord, ils ont eu Trump pendant 4 ans qui n'a rien fait sur l'Ukraine. Ils savent que les Américains ont juré, l'État profond américain a juré la perte de la Russie, le partage de la Russie, l'effondrement de la Russie, et je ne crois pas que les Russes aujourd'hui, Poutine est conscient que jamais l'Amérique n'abandonnera cette idée qu'un jour ou l'autre, même si demain ils font la paix, dans 1 an, dans 5 ans, ils reviendront à la charge. Voilà. Et donc, Poutine, et maintenant, il est vacciné contre soi-disant, les projets de paix, etc. Bon. Est-ce que ça veut dire, je vous laisse continuer après, mais est-ce que ça veut dire que dans ce cas-là, il a aussi perdu bataille en Syrie? Ah oui, mais pourquoi il a perdu? À mon avis, il n'a pas prévu l'effondrement de l'armée syrienne. Parce que c'est juste incroyable. En 1 semaine, même pas, enfin, je veux dire, 5-6 jours, l'armée syrienne s'est effondrée. Et ça, je ne crois pas que
la Russie n'y est pour rien. Ben, je veux dire, quand en 2014-2015, la Russie est venue à la rescousse du régime syrien et l'a sorti, enfin, l'a sauvé du désastre. Et parce qu'il y avait une armée syrienne qui se battait aussi. Mais là, les Russes, ils ne pouvaient pas, enfin, on ne les voit pas en quelques jours envoyer 10 000 hommes en Syrie, c'est pas possible. Et donc, à l'époque, c'était par les bombardements qu'ils ont réussi à arrêter l'effondrement du régime syrien. Mais là, je crois qu'ils ne s'attendaient pas, à mon avis. Enfin, en tout cas, c'est la surprise totale, l'effondrement du système, de tout, l'armée, l'administration, etc. Mais on se demande, mais c'est pas possible, comment il a tenu ce système pendant des années? Qu'est-ce qui explique cet effondrement? Et donc, c'est vrai que les Russes, à mon avis, ils ont été pris par surprise et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Bon, ils pourraient éventuellement, encore, mais maintenant c'est trop tard. Enfin, à l'époque, ils pouvaient bombarder Idlib, etc., dans le nord et tout. Mais là, les rebelles sont déjà à Damas. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont bombarder? C'est fini pour eux. Le seul problème pour eux, est-ce que leur base, qu'est-ce qu'elle va devenir? Voilà, je voulais vous poser la question par rapport à la base parce que, en tout cas, mon impression personnelle, c'était que la Syrie était une question de survie pour la Russie, principalement à cause du fait que leur base là-bas, le but principal de leur base, c'était de ne pas permettre une liaison gazière entre le Qatar et Chypre vers l'Europe à travers la Syrie. Et tout cela, ne pas permettre cette liaison pour leur gaz, pour leurs revenus, pour les revenus de la Russie. Et si c'est le cas, c'est un peu grave. Comment vous voyez les choses évoluer? Alors, bon, d'abord, je veux dire, OK, le régime d'Assad est tombé, mais ça ne veut pas dire que la Syrie est définitivement du côté occidental, va obéir. D'abord parce qu'il y a l'Iran, il y a l'Irak, il y a des mouvements de résistance comme le Hezbollah et les Houthis, il y a les Russes qui peuvent agir d'une manière un peu plus, comment dire, dissimulée. Et les Turcs, je ne sais pas s'ils seraient contents d'un désordre et d'une anarchie à leurs frontières du Sud, dans leur pays du Sud. Donc, si vous voulez, ce que je veux dire par là, c'est que le jeu n'est pas terminé. Voilà. C'est-à-dire que là, on va assister à une redistribution des cartes et on va avoir un autre jeu. On va une autre partie qui va s'engager. Voilà. C'est-à-dire que après, il y aura l'intervention de pas mal de mouvements irakiens qui ne vont pas s'avouer vaincus, le Hezbollah, les Houthis, l'Iran. Et donc, il va y avoir tout un mouvement. Et puis, en même temps, il y a des partis d'opposition en Syrie qui vont sortir de l'ombre et qui ne vont pas être contents de partager le pouvoir avec les islamistes ou avec les rebelles. Et donc, l'affaire n'est pas terminée, loin de là. Et les Russes ont les moyens d'agir d'une autre manière. Par exemple, faire pression sur la Turquie pour ne pas trop déconner. Voilà. Ils ont quand même des moyens d'action. Et donc, finalement, on va assister à une autre partie qui commence. Et donc, tout n'est pas. Enfin, voilà, c'est pas du tout le style, bon, ça y est, la Syrie est définitivement perdue, etc. Loin de là, voilà. Ok, merci. Je suis complètement d'accord avec vous. C'est trop tôt pour voir ce qui va se passer. La situation elle est extrêmement compliquée. Une question du public, monsieur Oui. Cohen, avant de clôturer. On a fait 59 minutes. Donc la question elle est dans le sujet. Est-ce qu'il existe des Sahéliens dans les pays du Maghreb et comment sont-ils recrutés? Que je combine avec comment les combattre. Donc là, les sionistes redoutent deux choses, la dénonciation et le boycott. Donc, est-ce qu'ils existent et comment les combattre? Alors, il y a certains qu'au Maroc, d'abord, il y a un Saiyan en chef, il y a un super Saiyan au Maroc.
et qui est André Azoulay, enfin quand même. Ils ont un super Saiyan. Lui, il fait le travail de 1000 Saiyanim, lui. Attendez, enfin, je veux dire, c'est une victoire extra fabuleuse. Non, non. Et donc, il doit y avoir quelques Saiyanim au Maroc, c'est évident. Et puis, dans les Émirats arabes unis, là, il y a pas mal de Juifs qui vont s'installer là-bas. Donc, ils infiltrent des Saiyanim, c'est sûr. Alors, les moyens de les combattre, c'est quoi? Je l'ai souvent dit. Et en tout cas, il faut créer une organisation commune. Vous savez, la force des Juifs en France, par exemple, la communauté juive en France, elle vient du fait qu'ils ont une organisation qui chapeaute toutes les organisations juives, religieuses, athées, communistes, capitalistes, ce que vous voulez. Et malheureusement, les Maghrébins n'arrivent pas à faire ça. En France, je sais qu'il y a des conflits entre tel et tel, mais à mon avis, il faut qu'ils s'entendent sur une organisation qui défend deux choses. On se met d'accord sur une organisation qui défend 2 points, la Palestine et l'islam, ou les musulmans. Voilà. Et donc, donner des moyens à cette organisation. À l'époque, j'avais proposé que le CCIF soit désigné comme tel. Pourquoi? Parce que c'est une organisation qui existe et qui a montré sa combativité. Bon, voilà. Maintenant, on peut créer une autre organisation, mais si on ne le fait pas, ça, en fait, il faut avoir l'esprit de combat. Et je trouve que les Maghrébins en France n'ont pas cet esprit d'unité et de combat. Donc, il faut qu'ils le développent. Et c'est comme ça qu'on arrivera à contrer l'influence des Sayanim. Voilà. Parfait. Bon, juste pour nous rassurer, nous, Algériens, je dis que même si théoriquement ils existent en Algérie, ils ne sont pas aussi importants. Et la preuve, c'est que l'Algérie reste sur ses principes fondamentaux. Ils n'arrivent pas à infléchir la position de l'Algérie. Nos services de sécurité sont très, très à cheval sur ce sujet-là. Je ne sais pas, c'est ça mon impression. C'est ma conviction, en fait. Mais si on regarde l'état de délabrement idéologique, éthique, social du Maroc, et on le compare à l'Algérie et à un degré moindre aussi la Tunisie, je pense qu'on est loin d'être infiltré d'une manière importante par des Sayanis. Je ne sais pas si c'est votre impression, M. Cohen. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, j'ai publié très récemment un nouveau roman qui s'appelle La 26e tribu, où je montre de quelle manière les sionistes ont infiltré la société marocaine pour, non seulement sur le plan militaire et économique, mais sur le plan spirituel, sur le plan de la mémoire, sur le plan des conversions, sur le plan de la récupération des propriétés, des anciennes propriétés juives. Et donc, sur tous ces plans, on assiste à une espèce que j'ai appelée une normalisation spirituelle dans laquelle les Marocains, la société marocaine, en tout cas une partie de la société marocaine et des autorités marocaines jouent le rôle de roue de secours du sionisme au Maroc. Voilà. Voilà, merci beaucoup, M. Cohen. On a fait 1h03. C'était très passionnant, très instructif. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation et je vous souhaite tout le bonheur, tout le succès que vous méritez. Et je vous dis à la prochaine. Je remercie aussi nos auditeurs qui, comme toujours, beaucoup de respect, beaucoup de contexte, beaucoup de contenu aussi qui m'aident un peu et me rappellent un peu les questions que je dois poser ou bien les sujets que je dois aborder. Donc, je vous remercie, je vous dis à la prochaine. Monsieur Jacob, à la prochaine aussi. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir. Au revoir, au revoir. حبك حكاية يا للناس انت رواية كلك إحساس حبك حكاية يا للناس انت رواية كلك إحساس
إيه انتي رواية حبك حكاية انتي رواية حبك حكاية مدة وسنين كلك حنين أنا وياك عشناها الاثنين مدة وسنين كلك حنين أنا وياك عشناها الاثنين انتي رواية حبك حكاية انتي رواية حبك حكاية انتي رواية حبك حكاية انتي رواية حبك حكاية انتي القمر في ليلة سمر كيفاش ننساك ابن البشر انتي القمر في ليلة سمر كيفاش ننساك يا ابن البشر انتي رواية